Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour suivre cette émission Sportissimo. Bienvenue à vous tous qui avez été avec nous durant la CAN 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire au mois de janvier dernier et s'est clôturée au mois de février. C'était un bon moment en tout cas de football. La République démocratique du Congo rentre au pays en occupant la 4e place sur le 24 nations qui étaient présentes en Côte d'Ivoire. Alors ce soir, j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous le directeur technique national Loussa Dissou Médard. Il n'est plus à présenter parce que vous avez été nombreux, chers téléspectateurs, à le réclamer sur ces plateaux. Et heureusement pour moi, j'ai eu l'opportunité de l'avoir. Donc ensemble, nous allons essayer de décortiquer la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'effectuer les déplacements, coach, tout en vous disant bonsoir? Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Bonsoir à toutes les autorités de la grande chaîne. Non, et je n'ai pas effectué les déplacements, j'ai suivi et la CAN à la maison comme un téléspectateur. Et ouais. Pourquoi? Je ne peux pas dire pourquoi, mais du moins, le constat, c'est que je n'ai pas été à la CAN. Ok, on n'insiste pas là-dessus. Oui. Quel regard technique portez-vous sur cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce qu'il y a eu du progrès pour le football africain? Le progrès, oui, d'abord, et bien entendu que je vais donner un point de vue, comme on l'a dit, d'un observateur averti qui a suivi attentivement la compétition de loin, mais qui était en contact permanent avec les collègues directeurs techniques nationaux de toutes les sélections, parce que tous les autres étaient là, sur place, sauf moi, mais aussi avec les membres de la commission technique de la CAF, parce que nous avons le coach Magasuba qui est un élite CAF, instructeur élite CAF et membre de la commission technique de la CAF. Donc c'est eux qui évaluent la compétition et qui vont faire des recommandations techniques. Donc j'ai suivi de manière vraiment très assidue le déroulement et de la compétition. Donc d'abord du point de vue de l'organisation, c'est une CAN réussie et nous avons suivi les autorités de la CAF, le secrétaire général notamment, en parler, le relever. Des infrastructures qui étaient à la hauteur, des terrains d'entraînement qui ont répondu aux attentes de toutes les sélections. C'est vrai que le Maroc s'était permis de refaire l'hôtel à sa volonté. Voilà. Donc, mais en tout cas, quelquefois, au début, il y a des petits problèmes de connexion. Mais tout cela avait été réglé. Donc c'est une CAN réussie du point de vue de l'organisation. Mais aussi, il faut voir l'engouement de la population ivoirienne qui n'a pas séché des stades. Ils ont été, même lorsqu'ils étaient en ballottage, ils sont venus dans les stades. Donc ça a créé une ambiance vraiment festive. Et elle aussi, le plan technique, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez vu que le football est effectivement devenu, on va dire, que tout le monde joue le même, je voudrais dire universel, c'est le terme que je cherchais, universel, parce qu'il n'y a plus de petites nations. Les nations qui sont les mieux cotées sur le plan, au niveau de la cotation de la FIFA, se sont vues éliminées. Tout à fait. Le Maroc, l'Égypte, le Sénégal. Et les pays dont les sélections sont composées des joueurs qui évoluent dans les 5 championnats du top mondial ont aussi été éliminés par des pays qui ont représenté des effectifs à base locale. Vous voyez, par exemple, comme l'Afrique du Sud. Et comme l'Afrique du Sud. Donc c'est tout cela qui fait... je crois que sur le plan technique, le football se joue de la même manière. Alors, quand on vient aussi dans les plans de jeu des différents entraîneurs, il n'y a pas une forte
démarcation entre les équipes. Les anglophones se sont vus contraints et quelquefois de jouer aussi en attaque placée. Et les francophones et les autres se sont eux aussi vus des fois se recroqueviller et dans leur défense pour passer par des contre-attaques. Donc là aussi sur le plan de jeu, et les entraîneurs ont présenté les mêmes formats. Et alors, pour ce qui est des joueurs, oui, il y a des joueurs qui étaient attendus, qui n'ont pas donné de répondre. Les grands noms qui sont passés à côté. Et il y a plutôt beaucoup plus de révélations. Donc je vais dire en conclusion que c'est une CAN réussie et il y a eu effectivement un grand progrès. Et pour nous, en tant que direction technique nationale, nous avons tiré des grands enseignements qui vont nous permettre de pouvoir organiser, bientôt là j'organise un symposium et sur l'avenir technique du football congolais, la vision technique, du football congolais, le 23 et le 24 de ce mois, pour tirer les enseignements de manière fraîche et je vais faire participer les experts et de la CAF qui ont été sur place. Et là, j'ai invité les entraîneurs de première division, deuxième division de la Lena Foot, ainsi que les entraîneurs nationaux. C'est avec eux que nous allons, 2 jours durant, écouter les interventions et puis trouver ensemble les recommandations qu'il faille pour et que la CAN ne passe pas comme un événement ordinaire, mais que ça puisse impacter dans le relèvement du niveau de notre football. Exactement, on attendait bien sur les symposiums, on veut quand même revenir sur ce parce qu'on a dit aux téléspectateurs, nous allons parler des Léopards à la CAN à Côte d'Ivoire 2023. Quels ont été les atouts techniques de ces Léopards-là durant cette compétition? Bon, et atout technique, d'abord l'entraîneur. Je voudrais penser à cela parce que l'entraîneur a réussi à composer, à présenter un effectif des joueurs en qui il a confiance. Mais des joueurs qui ont accepté, on va dire, qui se sont appropriés la philosophie de l'entraîneur. Parce qu'on a vécu les jours, les années passées d'autres échéances où des joueurs étaient en discordance de vue avec l'entraîneur. Et c'est très important cela, où les joueurs qui, entre eux, ne sont pas véritablement solidaires. Et donc ça impactait sur le terrain même du jeu. Et bien pour voir notre élimination au Maroc et la Coupe du Monde, où l'équipe marocaine avait effectué 2 ou 3 fois la passe à 10 dans un match de qualification de Coupe du Monde. Vous voyez, où tout le monde devait logiquement donner les meilleurs d'eux parce qu'il fallait aller en Coupe du Monde. Et en plus, c'était une équipe vieillissante, donc des joueurs qui savaient que c'était leur dernière opportunité. Mais voilà, et pourtant que nous avions constitué à l'époque vraiment un noyau très solide avec des joueurs UP. Donc là, aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont accepté de venir jouer au pays, mais vraiment enthousiastes, qui ont présenté on va dire, un beau football. Parce que le beau football, c'est le football plaisant. Le bon football, c'est le football efficace. Allez, parlons de ces footballs efficaces. Donc c'est là qu'il y a effectivement, l'entraîneur le reconnaît, qu'il y a des points d'amélioration. Et notamment notre secteur offensif qui effectivement posait des réels problèmes parce que, nous avions couru au résultat les premières journées, chaque fois nous étions menés, et puis il fallait chercher à égaliser. Et les 3 buts qui étaient marqués sur des bases arrêtées, et on a vu des défenseurs faire la différence. Ce n'était pas les attaquants. Donc le secteur offensif reste encore le grand souci de notre effectif.
Et pourtant, sur papier, quand on regardait les attaquants choisis par Sébastien Desabre, on pouvait se dire que non, ça c'est une bombe. Mais finalement, ils sont apparus inefficaces. Comment vous expliquez cela? Ouais, mais est-ce qu'ils étaient frustrés, ils étaient complexés ou c'est quoi en fait? C'est des buteurs de leur championnat. C'est vrai que c'est là la question. Vous avez tout à fait raison de vous apaisantir sur cette question. Ça devient une problématique. C'est des attaquants buteurs. Banza, 14 buts sur 15 matchs joués. Et dans un championnat relevé, le championnat du Portugal. Donc, et Mayele aussi est buteur. Mais pourquoi ils n'ont pas marqué? Et à chaque fois, dans toutes les rencontres, nous sommes créés au moins 5 situations et qui étaient transformées en au moins 3 opportunités. Mais pourquoi nous n'avons pas marqué? C'est peut-être possible que ce soit, bon, je ne voudrais pas, c'est vraiment sous réserve de la réponse que le sélectionneur dirait, parce que lui, il a fait les analyses vidéo de chaque match. Il connaît ses joueurs, les a vus aux entraînements, j'ai pas été. Et donc, mais j'imagine que c'est possible que ce soit le fait de l'inexpérience par rapport à la compétition, pas par rapport à jouer au football. Parce que vous savez, ces joueurs, ils sont en Europe, des fois ils jouent devant 5000 personnes. Tout à fait. Et quand ils viennent dans un stade bondé de monde, à 30 000 personnes, ça a un autre effet émotionnel. Exact. Vous voyez? Parce que sur le plan mental, le conscient, le subconscient vient perturber le conscient. Je voudrais marquer aujourd'hui, c'est la décision que prend Banza. Je veux que l'opinion sache que moi, Banza, j'ai participé à la CAN, je vais marquer. Et sur les terrains, il voit le public, il dit c'est pas vrai. Déjà. Voilà. Déjà donc, dans le subconscient, voilà. Et le doute peut rentrer. Quand il tire et il rate la première fois, le doute peut rentrer. Et du doute va se produire la peur. Voilà. Voilà, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on formé le coach mental. Coach mental, voilà, le psychologue en fait. Oui, donc il y a le coaching mental est très important aujourd'hui parce que le coach mental, lui, va permettre aux joueurs de réduire ou de trouver, il va donner aux joueurs des outils qui vont lui permettre de vite éliminer ces interférences du subconscient et qui viennent faire que pendant que le joueur a pris la décision d'aller marquer de but, mais que sur le terrain, il doute. Donc on peut affirmer que la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des fétiches. C'est plutôt le mental qui est boosté. Non, exactement. Non, mais c'est le mental. Vous savez, on dit sur le plan mental que la motivation inconsciente, elle est au-dessus de la motivation consciente. Ce n'est pas la prime. Je vous ai dit tout à l'heure. Et au Maroc, notre sélection avait l'argent. Les joueurs avaient l'argent, n'est-ce pas? Mais ils ont laissé passer une qualification de la Coupe du Monde. Vous voyez? Donc, quand on prend l'équipe ivoirienne qui était surprise de ne pas prester telle qu'elle avait souhaité, mais qui se voit courir après une qualification, ils ont mis les pieds, les genoux par terre pour prier Dieu, et voyez, et finalement il se trouve, il dit mais non, écoutez, plus jamais les erreurs du passé. Donc ils ont été boostés mentalement. Les joueurs ivoiriens ne voyaient pas la prime. On a annoncé la prime qu'on leur a donnée après qu'ils aient gagné la Coupe. Vous voyez cela? Nous avons tous suivi, le président de la République et tout le monde, annoncer la prime. Mais ils n'ont donc pas joué par rapport à la prime. Mais ils ont joué parce que nous sommes des Ivoiriens. La compétition organisée chez nous, nous étions ridicules au début. Attention maintenant. Donc pour revenir sur notre équipe, effectivement c'est possible que le fait de l'inexpérience à la compétition, ce n'est pas que les joueurs ont perdu le talent de buteur, mais c'est l'inexpérience à la compétition qui peut être à la base de cela. Mais aussi techniquement, nous l'avons relevé, le choix du geste, du dernier geste pour marquer. Est-ce que la balle est puissante? Je reçois une balle qui est puissante, j'oppose l'intérieur du pied pour placer.
et je reçois une balle, je réceptionne une balle qui est faible, je pose le coup de pied pour donner un coup de massue. Voilà. Et aussi le choix du dernier adversaire. Parce qu'on a vu des joueurs qui étaient en position de buteur qui ont donné la passe. On a vu des joueurs qui étaient dans la position de passeurs qui ont cherché à marquer. Donc on a perdu des opportunités qui auraient dû servir à l'équipe. Donc ça, ce sont les enseignements que moi, en tant que direction technique nationale, que je tire avec l'équipe, autour desquels nous allons discuter avec les entraîneurs dans notre championnat pour qu'ils sachent quoi donner. Parce qu'il y a toujours où est-ce que je vais, pourquoi, comment et quand. Quand on n'a pas le ballon, le joueur doit savoir se placer pour être disponible au bon endroit et au bon moment pour recevoir la bonne passe. Et celui qui a la balle, à qui je donne, pourquoi, comment et quand. Donc tout est réfléchi. Alors c'est pour ça que si mentalement il y a la peur, il y a le stress, il y a la pression, parce que nous devons marquer à tout prix, toutes ces choses, on a beaucoup travaillé devant le but, aujourd'hui je dois marquer, ça peut constituer une pression supplémentaire, sans que les joueurs le dévoilent, mais le comportement, parce qu'il y a le comportement attendu et le comportement observable. Ce qu'on attend, c'est que l'attaquant, dans cette position-là, et notre ténor Bakambu doit marquer. Logiquement, dans cette position, les Bakambu de tous les temps doivent marquer. Mais le comportement observable, c'est que Bakambu rate sa frappe. Mais c'est là qu'on peut se dire, est-ce qu'il n'était pas bien positionné? C'est quand même Bakambu. Est-ce qu'il a perdu les réflexes? Donc c'est là... Mais il était en train de trembler avant de poser les ballons au sol. Tout ça aussi, ça s'explique. Bon, mais c'est... Bakambu. Bon, déjà, vous voyez... Il a déjà eu l'occasion de marquer plus d'une vingtaine de buts. Oui, mais parce que, justement, Bakambu vient en leader. Il faut qu'on se mette à la place. C'est un être humain. Okay. Et nous tous, nous passons par des émotions. Donc, ça peut... Le poids est sur lui. Exactement, je prends la responsabilité de mon équipe devant cette situation. Mais après un moment de doute, penalty ou pas penalty, tout cela, ça joue dans l'esprit du joueur. Il y a un relâchement au niveau des muscles physiologiques parce qu'il y a une l'attente. Ils ne sont pas suractivés. Et du coup, c'est une balle qui est devant la responsabilité, mais il y a aussi l'aspect physiologique qu'on sous-estime, que seulement l'œil du technicien qui peut le voir. Ok. Voilà. Donc, Tremblay, bon, je ne pense pas, parce qu'il a un vécu, lui, c'est un ténor, c'est un leader. Mais effectivement, la responsabilité, c'est moi, le leader, sur qui on compte, l'équipe compte, sur qui tous les pays comptent. C'est un poids, c'est une charge sur les épaules. Donc, pour dire aussi que Bakambu, oui, il a perdu sa fraîcheur, il n'est plus jeune. Il est jeune, mais il n'a pas l'âge de la tranche de 23 ans, 27 ans, où vraiment on se donne le meilleur de soi. Mais Bakambu, pour parler de lui, il a joué un rôle, chez nous, le technicien, on dit un rôle ingrat. C'est-à-dire, il est là, d'abord, de par son nom, il perd devant les défenses. Parce que toutes les défenses savaient, tous les défenseurs savaient que c'est Bakambu, c'est lui. C'est pas la même chose quand c'est Banza. Ok. Voilà. Et on peut le sentir dans la réaction des défenseurs quand on met Mayele, quand on met Bakambu. On peut le sentir, on peut le lire avec un œil de techniciens qui sont plus à l'aise que lorsque Bakambu vient. Et Bakambu se déplace beaucoup. Donc il crée des espaces pour les autres. Ce sont les autres. Et vous allez voir que d'autres, ses partenaires ont eu des opportunités. On n'a pas vu cela, mais c'est dû par le fait des déplacements des Bakambu. Et eux se sont retrouvés dans la position de buteur. Ils n'ont pas marqué. Et ça c'est l'œil du technicien. Parce que nous sommes fanatiques. Non, parce que pour le fanatique, Bakambu, et c'est vrai, un avant-centre. Les statistiques qu'on considère comme un avant-centre, c'est en termes de nombre de buts marqués. Voilà. Or, pour un entraîneur, on peut utiliser un attaquant complet. Le Bakambu qui joue le rôle d'un attaquant complet, c'est-à-dire qui n'est pas fixé
comme un attaquant, un avant-centre pivot. Parce que l'avant-centre pivot, on lui apporte les balles et il marque. Mais un attaquant complet, il peut se déplacer pour créer des espaces afin plutôt des espaces effectivement qui seront utilisés par d'autres joueurs. Donc, il a joué son rôle. C'est pour cela que j'ai suivi l'interview de Desabre, le sélectionneur. Il a dit qu'il a joué un grand rôle. Voilà. Mais lui n'est pas allé dans le détail. Oui, on ne connaît pas ces rôles-là. Alors moi, je n'ai pas parlé avec lui de Bakambu spécialement, mais j'imagine, et dans ma lecture de ce message, et ce que j'ai vu sur les terrains, et qu'il a joué un rôle. Et puis, il y a un autre rôle qu'on ne comprend pas, parce que logiquement, et que le commun de mortel ne peut pas comprendre. Mais est-ce que ces rôles-là, avant que vous ne répondiez, vous n'évoluiez, je voulais savoir, ces fameux rôles-là, c'est les rôles qu'on lui a assignés ou bien c'est la situation sur le terrain qui l'a poussé lui-même à se débrouiller comme cela et s'en servir par rapport au staff technique? Bon, je pense, dans un plan de jeu, donc il y a un système de jeu, les dispositifs de l'équipe, et il y a un plan de jeu. L'entraîneur dit, pour ce match ici, pour l'adversaire en face, chaque ligne, voilà comment la défense va jouer. On donne des consignes à la défense, au milieu de terrain, à l'attaque. Et chaque joueur a son poste dans le plan de jeu. L'entraîneur va lui dire, pour ce match, voilà Bakambu ce que tu vas faire. Après, je vais te faire sortir. Fatigue-moi ça parce que les défenseurs sont ici et j'amènerai de la fraîcheur. Donc, logiquement, Bakambu, tout attaquant, tout joueur qui était sur le terrain doit avoir et jouer en fonction des consignes de l'entraîneur. Mais il est aussi vrai que, parce que c'est un groupe en reconstruction, c'est-à-dire que les joueurs ne se connaissent pas encore tout à fait. Et parce que pour créer la vraie solidarité du jeu, il faut que quand Kakuta a le ballon, que tous les partenaires se disent, comme c'est lui qui a le ballon à tel niveau, il a besoin de moi. Et ainsi de suite. À lui, et pour le milieu de terrain, Bakambu aime quel type de passe. Par exemple, le Bakambu d'aujourd'hui, logiquement, on doit lui mettre des balles dans le dos de la défense pour qu'il n'ait pas à éliminer, à dribbler, pour qu'il ne soit que buteur. Mais le Bakambu de la CAN a été mis dans des situations où souvent il a reçu des balles au pied. Il doit dribbler, pivoter, dribbler, ce n'est pas son fort. Vous voyez cela? Ce n'est pas son point fort. Donc ça, c'est dans le cas des améliorations, c'est certainement des aspects sur lesquels l'entraîneur doit travailler. Qui sont les passeurs? Parce qu'effectivement, on peut aussi voir la qualité de la dernière passe dans notre équipe, dans notre jeu. Et cela aussi, c'est des éléments qu'on va, et certainement l'entraîneur va travailler, la qualité du centre. Oui, parce que le centre, c'est une passe. On le donne, si c'est au premier poteau, si c'est au deuxième poteau, si c'est un centre en retrait. Alors, combien de passes, de centres de qualité les attaquants ont-ils reçus? C'est comme ça qu'il faut évaluer la capacité de buteur au cours des matchs. Donc, c'est possible que, de par son expérience, qu'il se cherche des solutions. On l'a vu aller dribbler sur les côtés. Alors qu'il serait resté dans l'axe pour attendre que n'importe descende. Mais pourquoi il s'est déporté? Peut-être parce que, se voyant dans chaque match, il est aux prises à un marquage serré parce que tous les adversaires le connaissent. Donc il doit quitter son poste pour se frayer la voie. Mais on a beaucoup parlé de lui. Mais disons globalement, pourquoi je parle de lui? Parce qu'effectivement, c'est pour faire voir que dans la vision de l'entraîneur, c'est un métier en fait, là, le métier d'entraîneur. Tout le monde peut voir le football, mais tout le monde ne connaît pas le football. C'est ça. Et pour connaître le football, il faut suivre la formation d'entraîneur. Et voilà, en ce moment-là, on sait dans chaque joueur, quelles sont ses qualités, ses points forts, ses points faibles. Et l'entraîneur exploite les points forts de chaque joueur. Et travaille et améliore les points faibles. Donc, globalement, nous avons une bonne défense, oui, mais
qui a encaissé tôt les premières journées. Et sur des fautes, dans les 5 buts encaissés, je peux personnellement penser que 2 buts étaient... on pouvait encaisser 2 buts. Les autres, il y a eu des circonstances atténuantes. Si on améliorait, on pouvait éviter. Et ces buts, et donc nous aurions dû gagner des matchs. Parce que c'est cela, dans un match de football, pour gagner un match de football, il faut marquer 1 but de plus que l'adversaire. Le commun des mortels voulait qu'on marque beaucoup de buts. Mais par le fait que, à partir du moment qu'on marquait chaque match 1 but, on a marqué 6 buts. Si dans tous les matchs, on pouvait marquer 1 but et qu'on n'ait pas encaissé ces buts-là pour faire l'égalité, logiquement, nous aurions dû gagner le match. Donc, c'est dans ce terme qu'il faut travailler. Oui, bonne défense, mais une bonne défense qui a encaissé des buts sur des situations évitables. Le premier but, la compétition, sortir le gardien de but. Très mauvais. Il va sur le côté, il va loin, mais la défense centrale ne le couvre pas. Elle savait que le gardien de but est parti. Il y a balle arrêtée, mais on n'empêche pas, tout en sachant que le gardien de but n'est pas dans le cage, et on ne s'est pas interposé pour empêcher que l'adversaire profite de la situation pour vite jouer. Donc c'est une faute collective. Il y a toujours au football la faute lointaine et la faute immédiate. Dans la faute immédiate, le dernier but qu'on encaisse, sur un centre, un défenseur qui est mal positionné parce qu'il tourne le dos à l'attaquant, excentré, donc il faut être empillé. On voit le ballon arriver et l'adversaire qui peut exploiter le ballon. Et le gardien de but qui veut anticiper le centre sur une sortie alors que les défenseurs sont en place. Voilà, ça c'est des problèmes liés à la communication. Voilà, donc c'est très important cela et c'est ce qui fait faire. Donc, dans l'ensemble, le coach l'a dit, il y a des points d'amélioration et ce sont ces différents éléments certainement sur lesquels il va s'appuyer pour améliorer. Et nous, j'en parle ici parce que tous les entraîneurs ne sont pas au symposium. C'est pour qu'ils comprennent aussi que tous ces aspects-là doivent faire partie des entraînements de nos équipes. Pour finir, oui, on a été efficace sur les bases arrêtées parce que justement, les bases arrêtées sont et constituent aussi des éléments de travail spécifiques aux entraînements. Chaque entraîneur doit avoir des spécialistes des bases arrêtées. Et nous, on a été efficaces. Heureusement, grâce à ces bases arrêtées, nous avons marqué depuis. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que
l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. On est fiers, nous, joueurs, staff, encadrement, autour de l'équipe, d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique, et de savoir que dans un proche avenir, il faudra compter avec la sélection du Congo. Je ne peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des Sports et surtout le gouvernement pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe pendant toute cette compétition, parce que on a eu un bon cadre de travail à Abu Dhabi, on a été très soutenu durant la compétition, et ça c'est important. Ça y est, le Volley Club L'Espoir de la République démocratique du Congo participera au championnat d'Afrique de clubs champions de volleyball dans la version masculine du 12 au 24 avril 2024 au Caire en Égypte. Nous avons été champions de Kinshasa, champions du Congo et champions de la zone 4. C'est ce qui nous a donné le privilège d'avoir cette opportunité d'y aller, et l'invitation est bel et bien arrivée. Et voilà, nous sommes en train de nous préparer pour participer à cette Coupe des clubs champions. Les ambitions sont grandes. Les différentes séances d'entraînement se déroulent au chaque club dans la commune de La Gombe. Pour ce, le comité exécutif du Volley Club Espoir a fait appel à l'expérimenté international coach Thomas Mokwidi, qui sera secondé par Axel Mutombo. Ils sont conscients de la tâche qui les attend. Participer à une Coupe d'Afrique des clubs champions, c'est s'armer correctement, parce que jadis on a eu à faire des bons résultats au niveau de cette compétition. Et l'envie serait de refaire la même chose. Pour ce faire, on doit beaucoup travailler avec le groupe qu'on a et voir comment le renforcer de quelques éléments pour pouvoir aborder cette compétition avec beaucoup plus d'aisance. Thomas Mokwidi sollicite une implication des autorités politico-sportives pour bien permettre au Volley Club Espoir de participer à ces banquets de la balle au filet africain. Cette compétition demande à ce que nous ayons vraiment du matériel requis, et aux autorités politico du pays, je leur demande, on a eu avec le président de la République avoir des belles installations sportives, quitte à nous maintenant de travailler dans ces installations qui ne sont pas encore à notre disposition du reste, de façon que nous puissions performer, parce que les infrastructures ont longtemps été l'épine dans le pied des sportifs congolais, notamment ceux de sport en salle. Et maintenant, nous osons croire qu'avec ces infrastructures, nous pourrons améliorer nos qualités technico-tactiques. Par ailleurs, le Volley Club Espoir sera accompagné des Volley Club Green Team et la Garde républicaine au championnat d'Afrique de clubs champions de volleyball de l'édition 2024. Le directeur technique national de la Fédération d'athlétisme du Congo, Hugues Mafo, estime que les athlètes retenus pour les Jeux africains d'Accra sont en train de se préparer. Et ces Jeux, ainsi que d'autres compétitions de la saison 2022-2023, nous ont permis à certains de nos athlètes à réaliser leur minima de qualification pour les Jeux africains, tant le championnat d'Afrique 2024. Mais ce qui est plus récent avec les Jeux africains, nous aurons une sélection. Si le quota sera final par rapport à la demande du gouvernement, sera une quinzaine. Mais par rapport à nous, la fédération, on a engagé 20 athlètes déjà prêts pour affronter les finales. Quand je dis les finales, je reviens encore sur ma prestation qui était le défi des Jeux de la francophonie. Et cette fois-ci, on vise un peu plus grand. On a de l'appétit pour figurer parmi les grandes nations qui vont hisser leur drapeau aux Jeux africains. Déjà, il faut savoir, pour retenir ou faire une sélection, il y a un règlement qui nous régit.
qui nous donne la plage des qualifications 2023-2024. À l'issue de ça, on a déjà fait notre présélection. Donc la finale, ce sera dès que le gouvernement va nous fixer les prérequis. Mais sinon, pour nous, on a déjà fait notre sélection qui sera composée majoritairement des jeunes, une équipe renouvelée avec de nouvelles figures de la diaspora et quelques locaux qui se sont distingués. La Fédération de Taekwondo du Congo, ITF, FETAICO, a organisé 3 jours de séminaires de mise à niveau des cadres techniques, des instructeurs et les athlètes de l'équipe nationale de la spécialité, question de booster la connaissance de tous ceux qui pratiquent cette discipline de combat en RDC. Il s'agissait d'une remise à niveau sur le plan technique. Donc c'est un séminaire qui est axé avec 3 modules. Il y a le premier module qui consistait les techniques de base et les appellations. Et puis l'autre lexique, c'était pour les techniques de combat. Et puis le dernier module, c'était ce que nous appelons communément les tools. Donc ensemble des techniques de combat contre plusieurs adversaires. Willy Makengo, président de la Fédération de Taekwondo du Congo, ITF, a salué l'organisation de ces assises tout en remerciant ses invités de marque. Cette session de formation était animée par 3 experts internationaux des nationalités belges, Michael Dustrich et Constantin Dustrich, et un Irlandais, O'Brien Riner. Ils tirent la leçon du séminaire animé à Kinshasa. Que ça se passait très très bien et j'aimerais bien revenir. Voilà, mais en premier lieu, on les attend, les léopards, en fait en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il y en a Benoît. Il peut préciser sur le niveau mondial, en fait. Et là, il peut se présenter, vraiment présenter qu'est-ce qu'il fait, voilà. Et on a aussi prévu une sorte de camp d'entraînement. En fait, je ne savais pas qu'est-ce que va m'attendre là, à quel niveau et tout ça. Tout le monde était très, très enthousiaste et a vraiment travaillé dur, notamment avec les températures. Même vous êtes habitués, c'était dur. Alors ils sont bien faits. Nous, cadres et agents du ministère des Sports et Loisirs, à travers la délégation syndicale élue du secrétariat général des Sports et Loisirs, félicitons son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle en faveur de nos vaillants léopards. Malheureusement, l'administration des sports et loisirs et son personnel qui prépare tout par l'entremise de la direction des activités physiques et sportives sont totalement oubliés, négligés, sans aucune considération, qui se traduit par 1. Dans la délégation de 200 personnes pour soutenir nos léopards à la CAN Côte d'Ivoire, l'administration des sports dont l'effectif est de 868 agents et cadres est représenté par la seule personne de secrétaire général au sport et un délégué syndical, soit 2 personnes pour notre administration. 2. La seule administration publique où la prime spécifique de son secrétaire général s'élève à 150 000 francs congolais et 60 000 francs pour le huissier. 3. Pendant plus de 5 ans, l'administration des sports n'a reçu aucun frais de fonctionnement des services en dépit des plans fantaisistes octroyés à répétition. 4. De l'autre côté, le ministre des Finances vient arracher de force par le truchement de la loi des finances 2024 des actes générateurs de recettes très importants de la direction des loisirs. Nous citons l'enregistrement des établissements de loterie et des jeux de hasard et la taxe ad valorem en violation de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des actes générateurs de recettes
administratif, judiciaire, domanial et de participation, ainsi que leurs modalités de perception. 5. La confiscation par le ministre des Sports et Loisirs des postes des administrateurs gestionnaires adjoints des stades nationaux réservés aux cadres ayant le rang de chef de division du secrétariat général aux sports et loisirs au profit de sa famille biologique, politique et amie. 6. Nous mettons en garde toute tentative qui viserait à céder ou à détourner par qui que ce soit les charrois automobiles et bâtiments du secrétariat général des sports et loisirs rénovés à l'occasion des 9e Jeux de la francophonie, car nous considérons pour nous comme un legs au profit de l'administration des sports. Nous recommandons qu'un inventaire soit fait pour répertorier tous les matériels et équipements sportifs acquis à l'occasion de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, entreposés dans les différents sites afin de permettre à la direction des infrastructures de jouer pleinement son rôle. Sincèrement, je dois être sincère et franc. Héritier Luvumbu, tout d'abord, je dirais bravo à lui parce qu'il a si prouvé un sens patriotique élevé au risque de sa vie. Il est allé défier nos agresseurs, nos tueurs, nos spolieurs sur place. Donc ça, c'est risquer sa vie. Vraiment, c'est quelqu'un qui mérite nos applaudissements, nous tous, compatriotes congolais. Ah oui, encourager puisque c'est obligé pour le président Pesa Bango message wana mais et comme ça ba benganye azongi pa na biso na pays na biso faut te féliciter pour allouer na danger. Luvumbu asalaki geste wana ezaki obligatoire ta kasala. Ezaki permet d'ordre donné te. Mais ndenge mo kwa moni parce que Rwanda ezana no pays agresseur na biso yemo kwa moni comment est-ce que ça se passe là-bas à l'est à CPL à Salango. C'est un garçon félicité. Et puis dans quel pays à Salango? Les autres bazo Salango na ba poto par-ci par-là mais ya sali na pays oyo baza hauteur ya ba massacre zo sale mais pas na biso. Donc ils a facilité. Et c'est un homme à féliciter. À perdre Moussala na oui, il a perdu son travail. Mais s'il y a des clubs, à banda ki awate. Tozana ba club à Makasi peut-être l'équipe va perdre. Tozana ba Mazembe, tozana ba Manye Maïnyo, tozana banine. Mon problème est que non, nos responsables sportifs il faut bailler banini babaye ba façon ni ba ko orienter na club oya obandozo moi la na ye pour pouvoir signer contrat na comme il faut et puis aza garçon moko azana batu na ye il a ses qualités c'est depuis longtemps batunyo so ba bien que non c'est un international les en équipe de Lopar et za la wapi na ba club abetara na ye bien c'est un homme qui connaît son métier. Bon, premièrement, je félicite le courage de Luvumbu. Luvumbu c'est un fils de pays. Azali mwana mboka. Et tant que moi, je ne tolérer jamais à mon bandekone baza kokufa na est et bon ya sepela. Il est vrai que le football est indépendant. Tant que qui contraint est business, est corps sala. Akoka qui ko se retirer, c'est qu'il faut qu'il honorer projet na honorer engagement na yi. Mais et loko o salemi et c'est loko yo bisonnion sote sepelité parce que football est naître. Alors comment tant que ayoki passe ya bandeko no baza kokufa na est asala interpellation na bato baza ko bomba bandeko nae bakende ko benga na ndenge ba benganeli en tout cas pesa qui passe et nous sommes convaincus que fédération na biso e kozanga to ko agir parce que lobby wa to ti Kolanda fédération na bango et agisaki na ndenge moko kadik donc bango disons ndenge Luvumbu ba benganeli ba sepeli. Et puis, il a kobeta bale sika moko te soki fédération rwandaise et agir. Alors, bisoto sepe nangote. Nous restons persuadés que fédération nabiso FECOFA a kozanga pete ko agir et puis acte oya sali en tout cas beaucoup de chapeaux likola Luvumbu azali mwana mboka et puis a continuer pe parcours na ye même na ba club mususu.
Nous avons marqué début, coach. Nous allons devoir procéder par épisode. C'est le tout premier. Donc, nous allons avoir 2, 3, 4 émissions comme ça parce que l'enseignement est tellement captivant que nous sommes obligés de vous retenir pendant au moins un mois dans cette émission. Vous êtes d'accord avec nous et les téléspectateurs? Eh bien, c'est notre devoir de pouvoir apporter les réponses qu'il faut à notre public. Merci beaucoup, coach. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ne ratez pas, les prochains numéros interviendra le lundi prochain pour vous servir parce que nous avons encore suffisamment de questions.